Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur XFAB? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une entreprise qu'on m'a demandé ici avec insistance. Donc, je peux pas vous dire si c'est une entreprise qualitative ou pas. Donc, attention. OK? Enfin, on va le regarder avec les chiffres tantôt. On va voir s'il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe ici. Donc, XFAB Silicon Foundry est un groupe belge fabricant de semi-conducteurs présent en France, en Allemagne, aux États-Unis et en Malaisie. Ok, donc c'est un fabricant de semi-conducteurs. Donc quand on dit fabricant, on n'est pas concepteur. Est-ce que quand on parle de fabricant, on est fabricant dans le sens de, voilà, de la compagnie qu'on appelle Taiwan Semiconductor ou bien de la compagnie qu'on appelle Global Foundry? Est-ce qu'on est dans la même tendance? Parce qu'ici, il y a combien de... je sais qu'il y a Taiwan Semiconductor, il y a Global Foundry, il y a Intel également, et je pense qu'il y a Samsung parmi les plus gros fabricants de semi-conducteurs. Attention, pas concepteurs, mais je dis bien fabricants. Attention. Parce que AMD fait fabriquer ses semi-conducteurs par Taiwan Semiconductor. D'accord? Donc, vous avez également Global Foundry, d'accord, qui fait également partie des plus grosses ici. Enfin, je pense qu'également qu'elle vient d'être cotée en bourse, etc. Bref. On va revenir. Avant, je pense que, comme son nom l'indique, Global Foundry appartenait avant à AMD. Donc, elle a spin-off cette partie-ci il y a très longtemps. Donc, avant, c'était une entité d'AMD. On va essayer de déterminer aussi au prix actuel cette compagnie-ci pourrait représenter une opportunité d'investissement. Déjà, je regarde les revenus, d'accord? Donc, on va prendre les revenus de cette compagnie-ci. Qu'est-ce qu'on obtient? Est-ce que nous avons des revenus stables ou croissants? Alors, je ne pense pas que ce soit une entreprise qui soit cotée depuis longtemps. Donc, on va juste regarder ça ici, 5 ans, all. Je mets ça ici en monthly. Donc, elle est cotée ici depuis à peu près 2018-2017 par là. Bon, c'est presque 5 ans. OK, on comprend, mais en termes de... Voilà, c'est pas si long que ça. OK, c'est pas grave. Mais on peut déjà voir ici que le revenu est croissant, surtout sur les dernières années et de manière exponentielle. OK? Avant ça, on a connu une période de baisse ici en 2020, mais avant la période de baisse de 2020, on avait quelque chose d'assez correct ici. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? C'est ça qui m'intéresse. C'est pas juste le fait de me dire qu'on est croissant. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et qu'est-ce qui va nous permettre de penser que ça pourrait continuer dans le futur? Parce que c'est là où tout commence. Parce que si on rate ici, tout sera faux. Alors, vu que je n'ai pas lu les rapports financiers, c'est normal, je ne peux pas lire tous les rapports financiers. Ici, je regarde les états financiers, mais je sais également quel genre de questions je vais poser en lisant les rapports financiers. Et c'est ce que vous devez faire si vous voulez investir dans cette compagnie-ci, ne pas juste se limiter aux états financiers comme ce qu'on a en train de faire présentement. Je regarde ici. Alors, les analystes ici s'attendent à avoir à peu près d'1,10 milliard d'ici 2026. Et d'ici 2022, fin 2022, ils attendent d'avoir à peu près 750 millions. 750 millions en termes de chiffre d'affaires. OK. Je prendrai d'abord le 750 millions en termes de chiffre d'affaires attendu cette année. 750 millions. D'accord? Millions. Croissance des revenus, ici on va mettre croissance zéro. De toute façon, si c'est une compagnie de croissance, je préfère acheter un prix qui n'inclut pas la croissance. Mais quand on regarde ici le degré de croissance, alors on va se dire qu'on a combien sur les 5 dernières années, vu qu'on a plutôt 5 ans ici. On a à peu près 5% de croissance sur les 5 dernières années. Donc, sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 3% de croissance. Donc, n'oubliez pas que la pandémie a dû passer par là. Ou bien également, il faut vérifier pour autour de 13% de croissance. Donc, je prendrai ici croissance 0. On va se limiter là. Ou bien si on doit prendre croissance, on prendra la croissance estimée ici par les analystes. D'accord? Tout en vérifiant que le management, qu'est-ce qu'ils disent également? Est-ce qu'ils donnent des objectifs? Alors, oui, en 2022, ils sont à peu près à 7 milliards, à 75 millions, enfin 750 millions ici. Alors, je reviens là. OK? Après avoir regardé les revenus, qu'est-ce qu'on cherche? Free cash flow. Alors, au niveau de free cash flow ici, on va comparer deux choses. Je prends d'abord les net income, donc je les compare déjà en termes de volume, avant de les prendre en termes de pourcentage. OK? Donc, free cash flow, on met ça là, on valide. Je les mets sur le même graphique pour que ce soit bien visible. Alors, et on va les mettre ici en histogramme. Voilà. Et on va mettre le second ici en... Voilà, on va le mettre comme ça. On va le mettre... Voilà. OK. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que c'est une entreprise qui a des net income positifs. D'accord? Donc, ici, la partie en bleu. Mais des free cash flow négatifs.
Ça veut dire qu'on investit massivement ici. Donc, la dépense en capital est très, très élevée. Maintenant, il faut savoir, est-ce que la dépense en capital est élevée? Est-ce que la dépense en capital qui est présentement élevée, est-ce que c'est une dépense en capital de croissance? Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train de construire une nouvelle usine présentement pour nous permettre d'augmenter nos coproductions dans le futur? Donc, il faut regarder cela ici. Parce que si on ne sait pas pourquoi est-ce que les free cash flow sont négatifs, ça ne sert à rien de continuer à investir ici. Ok, donc ce sont des questions que vous devez poser quand vous allez lire les rapports financiers. Parce que free cash flow doit être positif. Les free cash flow doivent être dans le vert, comme ici, dans la même tendance que les net income. Ok, dans la même tendance. Donc free cash flow et net income, free cash flow doit toujours être égal à net income au moins. Donc il peut être positif, il peut être plus élevé que net income, auquel cas il faut savoir pourquoi. S'il est moins élevé que net income, il faut également savoir pourquoi. Donc ici, déjà, je vois que les free cash flow sont négatifs. Donc, il faut aller regarder au niveau de la dépense en capital. Et quand vous allez regarder dépenses en capital, posez la question, est-ce que c'est dépenses en capital de quel est le pourcentage de dépenses en capital de croissance et le pourcentage de dépenses en capital de maintenance? Parce que maintenance, qu'importe la PO, vous allez payer au moins la maintenance. Or, croissance, ça dépend du cycle de dépenses. Donc, dans le sens où, OK, on peut construire une nouvelle usine cette année, mais ça ne veut pas dire qu'on va construire une nouvelle usine l'année prochaine ou bien l'année surprochaine. Non, ça va dépendre de la stratégie du management, etc. Donc, la dépense qu'on fait ici peut nous permettre d'augmenter les volumes de production. Peut-être que c'est également ce qui s'est passé à ces niveaux-ci, mais ici, on n'est que dans des hypothèses. Donc, faites attention. Quand moi, je vois ça, point d'interrogation, c'est à poser comme question dans les rapports financiers. Maintenant, en termes de marge, vu qu'ici, on a des free cash flow négatifs, donc on va se limiter au net income ici. En termes de marge de net income, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, net income margin, vous voyez ici, je vais le prendre ici en histogramme. On va prendre la médiane ici sur une longue période de temps. D'accord? On a à peu près 8%. Au niveau de la médiane. Mais attention, on flirte ici avec les 10% sur les dernières années. Parce que c'est cette partie-ci qui a impacté négativement ces marges-là. Parce que si on prend ici sur les 3 dernières années, par rapport aux 12 derniers mois, ici, on a à peu près 10%. Est-ce que c'est par rapport à la conjoncture, le 10%? On se rend compte que 10%, on l'a déjà eu par le passé. Donc, pour ceux qui ne voient pas bien, donc je vais vous mettre la ligne des 10% ici pour que vous puissiez voir à peu près, voilà. 10%, 10%, 10%, boum, pandémie, tchap, on descend, et là on revient sur le 10%. Donc, faites attention, est-ce que le 10% c'est la véritable marge ou bien 10 et plus, d'accord? Qu'est-ce que les analystes disent par rapport à ça ici, tout en prenant en considération que c'est à prendre avec des pincettes, comme d'habitude, ça reste de l'information, donc c'est le management qui doit vous mentionner ici que notre objectif ici en termes de marge est de tel X, est de tel pourcentage, et on prévoit l'atteindre à partir de telle date. Donc, ce sont des informations que vous devez également rechercher dans les rapports financiers. Donc, en termes de net income, les analystes attendent à peu près, en termes de free cash flow déjà, les free cash flow c'est en blanc, vous voyez déjà que les free cash flow seront négatifs au moins jusqu'en 2025. Donc, on a un processus d'investissement à partir de cette période. Donc, ça sera de moins en moins négatif avec le temps, mais on a une dépense en capital ici élevée au moins jusqu'en 2025. OK? Mais en termes de net income, on a à peu près quelque chose aux alentours de 10-12% par là. Je pourrais prendre 12%. D'accord? Comme ça a déjà été vérifié par le passé. Parce que si on prend en considération ceci, regardez, le 12% va se retrouver à peu près ici. On a déjà eu 12% ici, disons, bon, c'est pas en termes d'année, hein, donc on l'a eu en 2017 jusqu'en 2018, donc c'est à peu près un an. Et on l'a eu ici en 2021, et je pense que 2022 ici, on est à peu près dans la même tendance. Donc, je vais prendre par rapport depuis le début de l'année, on est à peu près à 11% ici. Donc, je prendrais 10%. D'accord? Je me réserve le droit de prendre 10%. Vous pouvez prendre 12%, 13% comme vous voulez, mais attention, je prendrai déjà 10%. J'essaie de me protéger au maximum. En tout cas, je prends 10% parce qu'on n'a pas un grand historique ici. Et encore, je n'ai pas envie de verser dans un optimisme extrême ici. Donc, je prendrai déjà le 10% ici. Je pense que ça a été vérifié par le passé. Et on va se limiter là. En termes de nombre d'actions, OK? Nombre d'actions ici, net income, enfin, excusez-moi, pas net income, nombre d'actions ici, on est à peu près aux alentours de combien? Donc, quarter, on est à 130 millions d'actions, 130,63, donc je vais mettre 131 pour faire simple. 131 millions d'actions, 131. En termes de PER, on aura tendance à avoir des PER de combien? Si on prend en considération les PER ici, vous allez également voir que ces PER ont tendance à être extrêmement positifs parce que les net income ont diminué à une période. Vous voyez ça? Regardez ceci. Quand je prends ça juste en termes de marge, vous constatez ici qu'à cette période-ci, on a eu des marges négatives et on a eu des net income très positifs. Donc, regardez, les net income avaient diminué à cette période-ci. À partir de cette période-ci, on a commencé à avoir des PER très, très élevés. Donc, faites attention quand vous regardez PER très, très élevés. Posez-vous toujours la question, savoir est-ce que les marges actuelles sont les véritables marges? Est-ce qu'il n'y a pas un problème temporaire? Parce qu'il peut y avoir des entreprises extraordinaires qui ont des PER négatifs ou bien qui ont des PER très, très élevés, alors qu'en réalité, le véritable PER est plus bas que ça. Donc, faites attention. C'est pour ça que généralement, je n'utilise
n'utilise pas beaucoup les screenings, parce que parfois je paye, en tant que screening, en fait, généralement, je prends juste le nom des entreprises, la captation boursière et peut-être des entreprises ici qui ont peut-être une croissance de revenus élevée depuis 10 dernières années ou bien une stabilité des marges, etc. Et c'est ce que je vais aller regarder. OK? C'est très rare de trouver un screener qui va vous donner, un outil de screening qui va vous donner à peu près la possibilité de pouvoir mettre la moyenne des marges sur une dizaine d'années ou bien sur 5 dernières années. Parce que moi, j'aime utiliser la moyenne. Je préfère utiliser la moyenne. Et quand j'utilise la moyenne, je préfère même prendre la moyenne des marges 0% en montant. Ça me permet de prendre toutes les entreprises ici et après, je vais un à un pour voir les entreprises qui m'intéressent. C'est comme ça que je fais mon screening. Donc, je ne fais pas de screening en me disant que 10% de marge bénéficiaire, 50% de grosse margin, etc. Non, je ne fais pas ça. Parce que je sais que je peux laisser énormément d'entreprises sur la table. Et par rapport à ce moment-ci, il peut y avoir de très belles entreprises qui sont disponibles actuellement, mais qui ont peut-être eu un trimestre négatif, ou bien qui ont les 12 derniers mois négatifs, ou bien qui ont peut-être pris une charge extraordinaire ici, alors que la charge extraordinaire est une charge non financière. Donc, ça dit qu'eux, ils ont des free cash flow positifs. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. En termes de marge ici, en termes de PER ici, on aura tendance à payer combien? Je sais que c'est une entreprise ici, vu le nom de l'entreprise, à peu près ce qu'elle fait, c'est une entité qui pourra s'échanger aux alentours de 17-20 fois les bénéfices par là. Ici, on a à peu près 15 fois les bénéfices. Donc, je pense qu'on est assez prudent ici par rapport à la taille de la compagnie. C'est également lié à la taille de cette compagnie ici. Je pense qu'on est ici, c'est mid-cap, small-cap, je ne sais même pas comment on appelle ça. Mais on a une entreprise de petite taille ici. Donc, faites attention. Donc, on a 15 fois les bénéfices en moyenne. Je prendrai 15 fois les bénéfices ici. Je vais mettre ça, 15 fois les bénéfices de toutes les façons. Alors, ici, on revient là. On met combien? 15 fois les bénéfices. OK. Tout en sachant qu'on peut avoir plus que ça en termes de PER. Mais je me reprends 15 fois les bénéfices ici pour faire simple. En termes de dette nette, est-ce que notre entreprise ici a une dette nette élevée? D'accord. Donc ici, dette nette, on a du cash net. Donc on a plutôt du cash net ici. On aime ça. Parce que quand c'est moins, ça veut dire qu'on a du cash net. Donc ici, on va faire plus 75 millions. Enfin, 72 millions. 12 millions. OK. Qualité de dividende, est-ce qu'on verse un dividende ici? Non, heureusement d'ailleurs, et on va y revenir. OK. J'ai tous les éléments nécessaires. Soyez attentifs. Revenu estimé cette année, 750 millions. Free cash flow moyen, 10% de marge bénéficiaire. D'accord? Donc, je dis toujours free cash flow alors que je prends les net income, mais j'ai fait la comparaison ici. Donc, on sous-entend que l'entreprise peut avoir des free cash flow positifs. C'est juste parce qu'on a une période ici de dépenses en capital élevée, qui c'est peut-être la dépense en capital de croissance. Donc, ça fait 75 millions. Multiplié par 15 fois les bénéfices, plus le cash net, d'accord, divisé par le nombre d'actions ici aujourd'hui, on a 131 millions d'actions, 130 et poussière, donc j'ai mis 131, divisé par 131. Ça donne combien? 9 euros l'action. On cote à combien? On cote à 5,68 euros l'action. Donc, on pourrait se dire qu'on a une opportunité d'investissement ici en date d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec les 9 euros aujourd'hui? On pourrait se dire qu'on a une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. OK? Je pense même qu'on a déjà une assez bonne marge de sécurité. Donc, je pense qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant à jouer ici. Mais attention, lisez les rapports financiers. OK? Il faut savoir pourquoi est-ce que les marges ont diminué à cette période-ci. D'accord? Je pense que c'est visible ici. À cette période, pourquoi est-ce que les marges ont diminué? Le revenu qui est croissant présentement, est-ce que c'est dû à une conjoncture spéciale ou bien c'est dû ou bien c'est durable à long terme? OK? Parce que les analystes ici s'attendent à peu près à avoir quelque chose qui est aux alentours de 1 milliard 100 millions, 1,10, enfin on va le dire comme ça, 1,10 milliard ici d'ici 2026. Admettons qu'on arrive à avoir ce montant-là, 1,10, tout en gardant des marges ici de 10%. OK? Je ne vais même pas diviser ça multiplier par le nombre d'actions, etc. Je vais juste diviser par la capitalisation boursière actuelle. On a une capitalisation boursière actuelle de combien? 742 millions. D'accord? Divisé par 742 millions, ça vous donne ici un rendement de 15%. Donc, par rapport à vos coûts d'acquisition aujourd'hui, si on atteint des revenus de 1 milliard, 1,10 milliard, d'accord, avec des marges bénéficiaires de 10%, d'accord, on aura à peu près un rendement de 15% par rapport à ces marges bénéficiaires-là. 15%. Aujourd'hui, par rapport au prix d'acquisition actuel, d'accord, sur le 750 millions, 10% de 750 millions, donc si on vous donne le 75 millions ici en dividende, d'accord, quel est le rendement que vous allez obtenir?
vous allez obtenir à peu près 10% de rendement, qui est clairement ce qu'on recherche vraiment chez Top Invest quand on va acheter une compagnie, parce qu'on aime la croissance et le dividende, d'accord? On a une préférence pour la croissance ici, et même si vous recherchez le dividende, le prix d'acquisition est très, très important, parce que ça vous permet ça vous permet à peu près d'identifier la rentabilité, la potentielle rentabilité que vous pouvez obtenir si on vous reverse la totalité des bénéfices nets en free cash flow. Et si on a une entreprise qui reverse des dividendes stables et croissants dans le temps, ou bien qui a le potentiel de le faire, vous vous dites déjà que moi, par rapport à mon coût d'acquisition, je pourrais déjà espérer 10% si on me donne le 100% ici. Et si les revenus doublent ici, ou bien les marges doublent, tant mieux pour moi. Ça ne sera que du bonus. Donc, au prix actuel, on a quelque chose d'intéressant. Maintenant, c'est le business model de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Qui sont les compétiteurs? Pourquoi est-ce que le revenu a augmenté? Qu'est-ce qui nous fait croire que le revenu va continuer à augmenter? Qui sont ses clients finaux ici aujourd'hui? Voilà à peu près. Quelle est la stratégie ici par rapport à la croissance? Pourquoi est-ce que la dépense en capital est élevée? Donc, voilà des questions que je vais me poser ici. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. XFAB Silicon Foundry pourrait avoir une valorisation ici de 9 euros par rapport au prix actuel, par rapport à des marges de 10% sur un revenu de 750 millions, avec 15 fois les bénéfices, plus le cash net ici divisé par le nombre d'actions actuelles. D'accord? Pour aller plus loin, lisez les rapports financiers, n'achetez pas juste parce que vous avez vu 9 euros ici. D'accord? Faites attention. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.